Chers tous, chères toutes, ça devient un rituel maintenant. Troisième semaine de reprise. À dire vrai, c'est encore une semaine un peu particulière. Vous avez eu Gabriel Verlaine, qui était déjà un copain à moi. Cette semaine, je vous ai ramené un autre copain que vous connaissez certainement. Il est jeune, il est beau, il est talentueux. Il a plusieurs spectacles à son actif. C'est un mentaliste de renom, mesdames et messieurs. Sous un tonnerre d'applaudissements chez vous, dans un silence écrasant chez nous. Taha Mansour, comment ça va, mon Taha? Ça va très bien, Quentin. Comment tu vas, toi? Écoute, ça va, je suis hyper content de t'avoir sur le format, vraiment. Ça me fait hyper plaisir de partager ce moment avec toi. Bah, de même. Écoute, commençons par là, puisqu'il faut bien commencer par quelque part. Il y a peut-être certaines personnes dans cet auditoire qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas qui tu es. Je t'invite donc à te présenter de la manière dont tu le souhaites pour qu'on puisse embrayer derrière. Bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Taha Mansour. J'ai 25 ans. Oui, 25 ans, oui. Et aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je suis mentaliste et formateur en soft skills. Donc, à la base, j'avais commencé par des études scientifiques. J'avais fait 2 ans de prépa, maths sup, maths spé. Et puis, j'ai été diplômé de l'école d'ingénieur Centrale Paris. Et aujourd'hui, en parallèle de mes études, en fait, j'avais commencé à développer des trucs artistiques. Et donc aujourd'hui, d'un côté, je fais des spectacles de théâtre et de mentalisme. Donc j'en ai deux, effectivement, comme tu as dit, que je tourne, que je produis, que je joue depuis 5 ans maintenant, le tout premier. Et je mets en scène, je coach et je produis d'autres spectacles également, pas nécessairement des spectacles sur lesquels moi je suis. Et en parallèle de ça, je suis formateur en communication et soft skills en entreprise et grandes écoles. Donc, j'interviens sur des questions de type prise de parole, communication efficace, négociation, management de projet, management de gens, etc. Et ce que je voulais faire, c'était en fait, je mélange un peu le mentalisme et les capacités du théâtre avec ma formation d'ingénieur pour développer des outils hyper pratico-pratique pour les managers et pour les étudiants et les étudiantes. J'interviens beaucoup, notamment sur tout ce qui est communication d'influence, donc comment convaincre, la psychologie de la parole, la persuasion, même la négociation et parfois des trucs du type anti-manipulation, ce genre de trucs. Donc c'est fascinant. Je suis vraiment à mon compte et je balance d'un projet à un autre. Donc voilà. Ben, il y a un point qui est intéressant et ça ne m'étonne pas du tout que la conversation aille là-dessus et commence là-dessus. Puisqu'il y a une ambivalence, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui se complète et qui correspond à deux opposés sur le cercle chromatique, à savoir l'hyper-pragmatisme du monde de l'entreprise et de la formation en entreprise et des outils qu'on peut apporter à des managers dans un but de plus grande efficience, productivité, toutes ces choses-là, opposé de l'autre côté avec un aspect très artistique. Je suis donc venu voir deux spectacles à toi, dont un qui joue au studio Héberto, et si je dis pas de bêtises, Thomas Paul Garast est terminé, où il joue Oui, encore. mais l'idée, c'est qu'il va reprendre l'année prochaine. Voilà, donc il y a deux Oui, spectacles, La mystérieuse histoire de Thomas Paul Garast, ainsi que L'effet papillon au studio Héberto à Paris. Donc, j'ai eu l'occasion de voir les deux. Je vous encourage à le faire, vous aussi. Ce sont deux aspects extrêmement artistiques, l'un et l'autre étant déjà des propositions très dissociées, hein. oui. On n'a pas du tout l'impression d'aller voir le même spectacle en allant voir les deux, mais c'est très artistique. Où est-ce que toi, aujourd'hui, tu trouves ton bonheur? Est-ce que c'est dans l'hyper-pragmatisme ou est-ce que c'est dans l'hyper-artistique? C'est une bonne question. Je me suis vraiment posé cette question-là, moi, pendant beaucoup de temps. Euh, pour répondre à ça, je vais parler un peu du parcours qui m'a poussé à arriver à ça. Qu'est-ce qui est fait dans ce questionnement-là? Moi, à la base, j'ai toujours adoré la science. Je l'adore toujours. Je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans la science, que ce soit les mathématiques, la physique, la psychologie, la manière dont le monde fonctionne. Je trouve ça absolument fascinant. C'est aussi pour ça que j'ai fait une prépa. Pas une prépa, on adore soit la science, soit on est taré. Il n'y a pas d'autre explication. Vraiment, se torturer l'esprit à faire 2 ans où on dort pas et on bosse, on mange, on dort, science, voilà. Pas d'autre explication. Mais du coup, j'ai toujours adoré ça. Mais en même temps, depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 6 ans, je fais beaucoup de chant et de musique. C'était ma toute première forme artistique. J'avais fait pas mal de concerts, de chorales. En parallèle de ma prépa, j'étais dans une chorale semi-professionnelle. Et après, dans mon école d'ingénieur,
On a fait j'ai fait pas mal de comédies musicales, j'ai fait pas mal de pièces de théâtre. Euh, Quand j'ai monté mon spectacle pour la première fois, l'effet papillon, j'avais commencé à l'écrire en fin de terminale, celui-là. Et j'ai terminé de l'écrire en première année d'école d'ingénieur. Donc j'avais 19 ans. Ouais, 19-20 ans. Et en fait, il y a eu quelque chose qui a fait un déclic sur scène. Quand je l'ai joué pour la première fois, il y a eu un truc de, en fait, je me sens bien là. Au-delà du fait de me sentir bien là, je sentais que j'apportais quelque chose. Et que j'apportais quelque chose que je trouvais assez original et ayant suffisamment de valeur, on va dire, pour que je puisse le continuer. Hmm. Et quand j'ai commencé à me produire à Paris, il y a eu pareil ce retour-là. Je n'étais pas sûr de est-ce que ça valait le coup que je continue, est-ce que vraiment il y avait quelque chose d'intéressant que je développais, est-ce que ça serait pas genre aussi bien que les autres. Et j'ai réalisé que non, en fait, vu les retours que j'avais, il y avait quelque chose d'assez développé qui se mettait en place. Et donc, je voulais continuer là-dedans, ça donnait de plus en plus une évidence, Hmm. mais je ne voulais pas non plus abandonner l'ingénierie. Et le monde de la formation, notamment ma manière de réfléchir en tant qu'ingénieur là-dessus, j'ai réalisé que c'était aussi un truc essentiel pour moi et que je ne pourrais pas arrêter parce que je suis profondément convaincu qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas assez la communication, on n'enseigne pas assez ces éléments-là en école. Et que c'est vraiment dommage parce que c'est une clé de la réussite pour beaucoup, beaucoup, si je dis pas tout le monde. On passe genre 80% de notre temps éveillé à parler avec des gens. Mais on nous a jamais appris à le faire. Hmm. Ça paraît très, je veux dire, paradoxal, mais c'est le cas. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens, juste la prise de parole, juste comprendre les mécanismes psychologiques, etc., c'est un truc de fou. Hmm. Et donc, la formation, pour moi, répond à ça, répond à un apport d'utilité dans un truc qui, pour moi, est hyper nécessaire à développer. Et donc, c'est là où je trouve parfaitement un équilibre, comme tu le dis, euh, entre le côté pragmatique de la science, de la formation de l'ingénieur et le côté plutôt artistique. Et en fait, les deux se mélangent, c'est-à-dire que j'ai une manière un peu artistique à animer mes formations et une manière hyper rigoureuse à écrire mes spectacles. Donc, donc les deux se sont mélangés et c'est un peu ça qui me définit aujourd'hui. Hmm. L'apport du mystérieux et des messages par le spectacle, qui pour moi est essentiel, et l'apport des connaissances et de la pratique et de l'approche méthodique par les soft skills et par la formation. Hmm. Alors, il y a ce truc-là de se sentir à sa place. Euh, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est pas quelque chose qui vient de manière innée de se sentir à sa place, encore moins de trouver une forme de spectacle qui nous convienne, où on a l'impression d'apporter. Ça fait quand même beaucoup de dominos à aligner pour qu'au bout du compte, le domino de se sentir à sa place tombe. Ouais, J'ai l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, que se sentir à sa place, ça vient aussi de différentes inspirations. Tu as fait du chant, tu as fait de la musique, je connais ton amour pour la comédie musicale, pour toutes ces formes qui t'ont permis de trouver une identité. Est-ce que pour toi, c'est une recommandation de faire d'autres choses que du mentalisme, d'aller chercher, de ci, de ça, tu vois? absolument. J'aime beaucoup l'image que tu as donnée du domino. Et en fait, pour toutes celles et ceux qui ont déjà fait du placement de domino, la seule manière pour faire en sorte que le domino se fasse plein, c'est que tu passes 1 heure à tester plein de positions. Et, et en fait, c'est ça. C'est que tu as toute ta liste de dominos, tu le testes une première fois, tu te dis, ah non, le cinquième, il était pas bon. Bon, allez, je recommence. Tout. Allez, je vais l'approcher un peu plus. Je relance. Ah non, il était trop loin. Bon, bah, et ben, c'est ce que j'ai fait. Même quand j'avais commencé la magie, j'étais passé par beaucoup de choses. J'étais un fol amoureux de la magie de cartes. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pendant 2 ans avant que je me mette dans le mentalisme. Mais j'avais testé les cordes, j'avais découvert le monde des pièces, donc du coup j'avais testé des pièces, j'avais fait Hmm. un peu de balles en mousse et j'avais fait des trucs truqués, des trucs non truqués. Et tout ça, à chaque fois, je me disais, pour être sûr de si ça m'allait ou pas, il faut que je me donne à fond dans le truc et il faut qu'ensuite je le teste dans une condition type spectacle. Donc, je faisais des petites prestas ou alors j'avais des espèces de petites spectacles type salon dans quelques festivals. Mais en fait, je m'entraînais. Par exemple, un des trucs que je faisais pas mal, c'était les. Je me rappelle plus le nom du tour. C'est
Je crois que c'est genre le paradoxe du professeur, où il y a genre trois cordes, une petite, une moyenne, une grande. Ouais, C'est oui. ça, et puis ça devient machin. Et donc, en fait, chacun des tours sur lesquels je m'étais entraîné, même si ce n'était pas des cartes, je m'entraînais à fond. C'est-à-dire que ça arrivait à un but où, comme je devais le faire, j'étais sûr que je m'arrêtais pas avant le moment de potentiel déclic. Ça arrivait à un point où c'était bluffant, ça marchait, et il n'y avait pas de truc qui était critiquable. Ouais. Et après ça, c'est là où je me disais, est-ce que j'ai kiffé ou pas? Et du coup, pour le chant et pour la musique, je pense absolument. Il y a, je vois beaucoup de gens aujourd'hui en magie et en mentalisme, mais les deux de manière très large, trouver que leur inspiration de la part des tours. Et alors, j'achète un tour, je le fais, ou alors je Hmm. lis un livre, ou alors qu'est-ce que. Et c'est dommage parce que ça peut, là où on a un univers qui est hyper riche et on a beaucoup de chance d'avoir une industrie qui cloisonne, il y a des gens qui créent, qui développent des trucs. Bah, je vois, il y a une bibliothèque derrière toi, une grosse aussi, c'est hyper facile. Ouais. D'un autre côté, je trouve que du coup, ça cloisonne la créativité et surtout le côté artistique. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'exploration. Il y a pour arriver à ça, on te donne la méthode et du coup, tu peux avoir l'impression que cette méthode-là que tu lis suffit pour développer l'artistique. Hmm. Moi, je pense que c'est hyper important de tâtonner, d'être hyper curieux et de jeter à la poubelle plein de choses. Comme tu le dis, là, on a l'impression que c'est hyper précis dans ce que je fais, mais c'est parce que c'est passé par beaucoup de frustration, par beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai testées à fond, et où je me suis dit, en fait, non, mais je testais autre chose. Et ah là, il y a peut-être un truc qui m'intéresse. Hmm. Et puis, je développais autre chose et ça a avancé un peu comme ça. Et est-ce que ta sensibilité, quand elle t'a amené au mentalisme, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est pour ça que dans la communauté, ton nom circule, c'est pour le mentalisme, hein. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait du mentalisme? Pourquoi est-ce que tu t'es dit c'est ça et c'est pas autre chose? C'était donc moi j'avais commencé la magie à 15 ans en seconde et c'était vraiment un hasard, hein. J'adorais les casse-têtes. Là j'étais vraiment phase de full math, etc. Machin. Et donc à un moment donné, en voulant acheter un casse-tête, j'ai vu un paquet de cartes. C'était tu sais, c'était des trucs développés par Big Magie et Cartomundi. 20 tours de cartes simples. Il y avait genre deux paquets là-dedans. Il y Ouais, avait ouais, une boîtier. Et tu vois? quelle horreur. Et bah écoute, C'est génial, hein. Et voilà, mais je tu sais, tu oui, revends objectivement, oui, ce que tu hein. peux, hein, mais ça, là. Mais moi, je ne peux pas dire ça parce que c'est le truc qui a fait que je suis là devant toi aujourd'hui. Donc, Non, mais c'est génial, mais tu vois ce que je veux dire. C'était là, tu vois, waouh, putain, c'est vraiment, tu l'as aujourd'hui, le truc comme moi, tu fais, wow. c'est vrai que quand tu vois les trucs d'avant, c'est assez fascinant. Donc là, c'était les cartes qui m'avaient beaucoup inspiré. À la base, je faisais du coup beaucoup de gens. Le chant, pardon. La magie, ce qui m'a attiré là-dedans. Je sais que pour beaucoup de magiciens, ils disent c'est le moment où j'ai vu un magicien. Moi, c'était l'inverse. C'était le moment où j'ai fait une magie et que j'ai vu une émotion que j'avais jamais vue chez quelqu'un, qui est le ah. Ce moment de bug, ce moment d'émerveillement, en fait, je l'avais jamais ressenti chez quelqu'un d'autre. J'avais pu émouvoir, frustrer, machin avec le chant, parce que le Mm. chant, ça propage beaucoup d'émotions, mais pas l'émerveillement. Il y a un truc de ah, tu chantes trop bien et tout. Donc, il y a un peu ça, mais c'est pas la même émotion exactement. Là, il y a vraiment un truc de bug dans le cerveau qui. Et j'ai senti une puissance derrière ce truc. Ça m'a donné l'amour de la magie. Et 2 ans après, dans une des vidéos, j'avais vu Wind faire, il me semble que c'était son Hakan. Et là, j'ai revu le même bug que j'avais vu les gens avoir il y a 2 ans. Et au-delà de ça, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus personnel et qu'inconsciemment, moi, ma magie, j'essayais de la pousser à des trucs de plus en plus personnels. Genre, la magie des cartes, même, j'essaie de raconter une histoire autour des gens. Le truc, notamment avec les cordes, j'essayais de donner l'impression que, en fait, c'était leur perception qui se. Mais je ne connaissais pas du tout le mentalisme hein, pour l'instant. Mais naturellement, en fait, ça tendait vers ça sans que je réalise. Mm. Et quand j'ai vu le mentalisme, et j'ai tapé mentalisme et j'ai commencé à voir des livres et tout, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je fais, en fait, hein, sans le savoir. Donc, en fait, ça m'a permis une connexion plus forte avec les gens. Et c'est là où, du coup, je me suis lancé full mentalisme. Je me suis laissé une année de transition, en gros, entre, comme je commençais à me faire connaître à l'école en tant que magicien, ou en tant que, par les profs, le mec chiant qui va venir à la fin de chaque cours. Alors, on est, hey, j'ai appris un nouveau truc, vous voulez voir?
Voilà, mais j'avais ma petite On est tous réputation. passés par là. On Voilà. est- Ouais, ouais. Et du coup, je voulais passer par, c'était notamment, je crois que c'était Banachek ou Luc Duhamel qui disait que en fait, tu pouvais pas être magicien et mentaliste et que en fait, il fallait. Alors là, j'ai évolué dans cette Ouais, réflexion-là ouais, parce que je ouais, me ouais, bien sûr. dans tous les cas, il y avait vraiment un truc de ouais, tu peux pas faire les deux à la fois. Et donc, j'essayais d'appliquer ce truc-là hyper rigoureusement. Je me suis dit comment je pouvais commencer à introduire le mentalisme à un public qui me voyait déjà beaucoup en tant que magicien avec des balles à houmous, des cartes, etc. Donc, je commençais à ajouter des petits effets de magie mentale, des trucs ou juste des divinations de cartes qui passaient, des petits passages, etc. Et le moment où je suis passé en prépa, je me suis dit, tiens, ça fait 1 an que je fais du mentalisme. Je viens de rentrer en contact avec un nouveau public. Et si, pour me forcer aussi à être plus à l'aise avec tous les effets que j'ai mis en place, et si je me présentais en tant que mentaliste. Et en fait, ça a été un sacré challenge. Parce que ce que je me suis dit, c'est que en te présentant comme ça, tu n'as plus le droit de retomber sur tes pieds grâce à tous les tours que tu maîtrises parce que tu les fais depuis 3 ans. Hmm. Et en fait, ça a été assez développeur. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'avais, mes parents ne m'encourageaient pas trop à faire ce truc-là, voire même me critiquer quand je le faisais. Ils sont pas très d'accord aujourd'hui d'ailleurs, hein. Ça a un peu évolué, mais toujours dans cet état d'esprit-là. Et du coup, ce qui a fait qu'en magie, il y avait beaucoup plus de choses sur Internet qu'en mentalisme. En mentalisme, quand j'avais acheté 13 Steps de Corinda, en fait, c'était la seule ressource que j'avais. Je lisais quelques blogs sur la psychologie, je regardais un peu ce qui se faisait en hypnose aussi, mais c'est tout, quoi. Et donc, pour me forcer à me développer là-dedans, c'est soit je regardais des trucs et j'essayais de les deviner, genre le Hakan de Hassiwin, bah, comme je ne pouvais pas l'acheter, bah, je regardais, je testais des trucs chez moi pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, jusqu'au moment où j'ai un Eureka. Par contre, le moment où j'achetais un livre, mais en fait, je sortais la moindre pépite, quoi. Parce Ouais, que je ouais, ouais. lisais tout, j'ai pas autre chose. Tu sais, il y a ce truc où euh, je, je fais un embranchement puisqu'on parle des livres, Hum, parce que tu disais un peu plus tôt. Euh, Tu sais, tu dis trop lire, trop voir et tout ça, ça cloisonne au bout d'un moment la créativité. Et je le comprends, puisqu'en fait, tu lis pas un livre, tu te plonges dans la pensée de quelqu'un en lisant ces trucs-là. Et donc, fatalement, c'est la même critique qu'il y a eu pendant un moment et qui a tendance encore à être là sur les téléchargements et les DVD, qui dit, bah voilà, c'est peut-être mieux de lire des livres parce que en regardant les téléchargements et les DVD, tu vas même voir le mec ou la dame faire et tu vas carrément tout inspirer et tout, voilà. Comme tu le sais, moi je suis en créa de mon prochain spectacle aussi, on en a déjà parlé. Toi, tu crées des spectacles aussi, tu es consultant, tu fais de la mise en scène pour d'autres gens et tout. Est-ce que toi, parce que je sais que c'est mon cas, est-ce que tu t'empêches dans tes phases de création de lire, de regarder des spectacles, de voir des choses pour justement extraire tout le suc de la créativité qu'il y a en toi et pour pas te dire, ah putain, ça c'est bien, j'aurais dû le faire. Ça c'est bien, j'aurais dû le faire. Tu vois? Oui, absolument. En fait, quand je suis dans des phases de créativité, je lis et je regarde plein de trucs qui n'ont rien à voir avec le mentalisme. Parce que je sais que c'est là où je vais trouver mon inspiration. Hmm. Genre bah, la physique, le milieu de la psychologie, où il y a beaucoup de choses qui m'inspirent de ça. J'ai commencé à avoir quelques idées là pour mon troisième spectacle. Mais je peux en parler des deux, un peu de l'inspiration qui m'était venue derrière. L'effet papillon, l'inspiration n'était pas un truc que j'avais lu dans un livre, c'était la découverte en physique du phénomène de l'effet papillon, qui est les battements d'ailes d'un papillon au Brésil peuvent engendrer une tornade de Texas. Je me suis dit, mais c'est fascinant ce truc en fait. Ce truc-là, moi, me fascine. Cette émotion-là, moi, mon vecteur pour émerveiller, c'est le mentalisme. Par contre, au fond, je suis artiste. Et donc, en tant qu'artiste, je veux transmettre quelque chose. Et moi, cette chose-là qui m'a émerveillé, je veux la redonner aux gens. Comment je la donne? Avec le mentalisme. Mais j'aurais pu faire un spectacle de danse, j'aurais pu faire une pièce de théâtre, j'aurais pu faire une musique, en fait. Euh, et donc, du coup, cette inspiration-là était venue de là. Dans Thomas Polgarast, c'était un questionnement que moi, j'avais dans ma vie réelle, que je voulais partager avec les gens, qui tourne autour de la position qu'on a et de l'impact, ou plutôt, je vais la reformuler, de l'intérêt que la fiction a dans le monde réel.
à quel point le mensonge ne peut pas être plus intéressant que la vérité. En fait, c'est un spectacle qui parle donc c'est un spectacle qui mélange vraiment théâtre et mentalisme, en gros. Et l'histoire, c'est un personnage qui s'appelle Thomas Polgaras, qui est présentateur de télé et mentaliste des années 90, qui perd sa femme dans un accident de voiture. Et donc, il déprime un peu. Et pour essayer de la récupérer, il va voir des médiums et des voyants pour essayer de rentrer en communication avec elle. Il réalise que c'est que des charlatans. Donc, il tombe en dépression. Et une dizaine d'années après, décide lui-même de se faire passer pour un voyant pour redonner de l'espoir aux gens. Donc, il y a le questionnement du deuil, c'est l'excuse pour faire questionner autour du mensonge et de la réalité. À quel point le mensonge peut être plus intéressant. Et ça, l'inspiration de ça, c'était venu de moi, en fait. Euh, ça faisait, euh, ça faisait plusieurs années, moi, au préalable, où j'avais un espèce de fixité hyper forte sur les voyants, c'est mauvais, ça ruine la vie des gens, c'est hyper néfaste, etc. Je continue à croire que les personnes qui prennent profit de ça, c'est des gros connards qui prennent profit de gens qui sont dans des faiblesses. Ah, je l'ai dit! Ouais, vous savez quoi. Euh, mais en même temps, ma pensée a évolué parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui, j'avais l'impression, croyaient réellement à ce qu'ils faisaient Mm. et dont leur but, c'était d'aider les gens. Et donc, du coup, ça m'a fait questionner. En même temps, je commençais à faire de plus en plus d'hypnothérapie. Et donc, ce truc-là du vrai et du faux et de la croyance de la personne par rapport au réel commençait à devenir de plus en plus vrai. Donc, en fait, il y a eu un chamboulement, moi, dans ma vie. Et c'était cette émotion-là que je voulais transmettre. Mm. Après, comment la transmettre? Eh ben, c'est là où je réfléchissais au mentalisme. Après, je m'inspirais sur des trucs. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a un truc de... euh, si on lit des choses qui sont déjà données, le souci, c'est que ça enlève toute créativité, puisque, et là on le sait neuroscientifiquement, la créativité doit passer par une phase ou même une grosse phase de frustration. S'il n'y a pas frustration, il n'y a pas créativité. Or, quand je lis un livre, je n'ai pas de frustration, puisque la frustration de ne pas savoir est résolue la ligne d'après qui dit méthode. Mm. Donc, il n'y a pas de créativité. Et donc, tous ceux qui disent j'essaie d'être créatif en lisant des livres de magie et de mentalisme, ce n'est psychologiquement pas possible. Ils sont en train de faire des associations d'idées, mais pas de créer grâce à la créativité. Et donc, moi, je me mets dans ces phases de frustration. Pour moi, c'est très important. Beaucoup de personnes ont différentes méthodes. Moi, je sais que comment je fais, c'est que je prends le truc qui m'inspire. Ça peut être le film, le livre. Je m'inspire beaucoup de films. Christopher Nolan, c'est une grosse inspiration. De spectacles, de danse ou de théâtre qui, je me dis, oh là là, il y a eu un sujet qui m'a beaucoup touché, de trucs que je lis en psycho. Tout ça, c'est un peu inspirant. Et après, j'essaie d'écrire le spectacle en me disant que tout est possible. Genre que, en fait, je peux tout atteindre et que tout est imaginable. Et une fois que j'arrive à ça, c'est là ensuite je me dis, OK, soyons plus réalistes. Comment je peux ajouter en termes d'effets qui peut rentrer dans ça? Ah, bah là, peut-être que je m'étais dit que je vais faire un truc avec trois, mais en réalité, je connaissais une méthode un peu similaire, mais qui marche avec quatre personnes. Bah, très bien, je vais la renforcer en quatre et je vais essayer de voir pour voir s'il n'y a pas d'autres méthodes qui existent. Et donc, j'ai fait un travail de recherche de ce qui existe, etc. Et Mm. là, comme il y a les méthodes et les résultats qui sont là, bah, c'est complètement OK, puisque ce truc vient alimenter une frustration qui était déjà naissante, et donc qui permettait de créer. Il y a, tu parlais de charlatanisme Ouais. et comment dire, de vouloir transmettre une émotion de merveilleux. Je dirais que la forme de mentalisme qui se rapproche c'est la forme que j'aime le plus, moi. Mais bon, la forme de mentalisme qui se rapproche le plus de ce que les médiums font ou toutes ces choses-là, c'est ce que la mouvance actuelle appelle du healing mentalism. Donc, c'est incarné par des Peter Turner, par des Lewis Leval, euh, Stephen Bilek. par Fedon Bilek, dans certains spectacles d'Eren Brown lui-même, notamment dans Miracle, mais c'est une apologie inverse qu'il fait justement, mais il y a quand même des sections, même dans Infamous, ou bon, il y a des choses. Il y a des choses. Comment est-ce que on utilise, et si tu le fais, des avertissements là-dedans? À quel point à quel point tu te J'avertis. sens, toi, obligé de dire attenzione, ce n'est pas vrai ce que je suis en Il n'y a train de pas. C'est marrant. C'est
Je peux te dire là où j'en suis aujourd'hui, parce que pareil, ce questionnement-là a pas mal évolué. Euh, il y avait un moment donné où je pense que le contrat doit être hyper clair. Au-delà de l'avertissement, pour moi, le plus important, c'est de créer un contrat. Dans le sens où, pour moi, que tu sois un voyant qui sait qu'il n'a pas de pouvoir, qui essaie de profiter et de créer des addictions chez des gens pour qu'ils viennent te voir, bah en fait, tu es aussi mauvais que, un mentaliste qui se présente expert en micro-expression et et qui vend une conférence là-dessus en entreprise en utilisant des trucages pour réussir ses objectifs. Pour moi, les deux sont équivalents d'un point de vue éthique. Hmm, C'est-à-dire, tu vends quelque chose qui n'est pas ce que tu fais réellement, par définition charlatanisme. hmm, Dans un contrat d'ailleurs, où on vient te voir non pas pour se divertir, mais pour atteindre un objectif précis. Dans le spectacle, j'ai tendance à imaginer que le contrat est plus flou, parce qu'on est dans un cadre spectacle, donc dans un cadre divertissement. Maintenant, quand on sort du spectacle, là, pour moi, le message doit être clair. Je dis absolument, s'il y a des gens qui viennent me voir dans Thomas Polgarage, justement, je joue, il y a beaucoup de trucs hyper réels, comme tu dis. Dans le healing, j'essaie de le pousser à fond dans celui-là, alors que dans l'effet papillon, je suis beaucoup plus psychologique. Euh, mais dans Thomas Polgarast, je joue un voyant qui, la manière dont j'avertis les gens que ce que je fais est faux, c'est en fait le personnage lui-même n'y croit pas. Et du coup, j'aime bien le fait que dans mes spectacles, l'avertissement hmm. soit artistique en soi. Que justement, ça soit un personnage qui. Et pour jouer dans le flou. Le personnage, à un moment donné, il fait une lecture de voyance hyper crédible. Parce que je passais des années à étudier comment les voyants faisaient. J'essaie de pousser le truc. Donc hyper crédible, où il devine le problème le problème que quelqu'un vit en lui révélant son signe astrologique, les problèmes qu'elle a, son mari, son métier. Ça part très très loin. Il y a des gens qui pleurent, et ça va loin. Juste après, il y a un monologue solo du personnage qui parle dans la scène vide à la chaise de sa femme morte, en lui disant, mais oui, je sais ce que tu penses, je sais que tu te dis que je suis un charlatan, mais tu veux que je fasse quoi, hein comment tu veux que je redonne de l'espoir à ces gens-là? Moi, je sais que j'ai pas de pouvoir. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, cet avertissement-là, qui n'est plus un truc un peu carré, devient une création d'un flou artistique où chez les gens, on se dit, attends, mais lui, il dit qu'il n'a pas de pouvoir, mais en même temps, on vient de voir ça, qui a l'air d'être plus vrai que vrai. Mais du coup, quoi? Et donc ça, c'est intéressant. Dans l'effet papillon, j'ai un truc similaire où il y a un moment donné où l'effet papillon, c'est un format plutôt conférence, où j'explique des choses aux gens. Là, pour le coup, Ok. tout ce que je raconte est vrai. Hmm. Je me suis donné la règle de tout ce que je raconte dans le spectacle est vrai et que même dans mes... Il n'y a pas de pseudo-explication. Ce n'est que des explications réelles. Ou alors pas d'explication. En tout cas, c'est un peu ça le placement. Sauf à un moment donné où je joue le rôle d'un voyant et je dis, ben, en fait, si on comprend la psychologie suffisamment poussée et qu'on peut influencer les gens, on peut donner l'illusion d'une séance de voyance. Et donc là, très directement aux gens, je fais, ah là, attention, hein, je n'ai pas de pouvoir psychique. Il y a un petit sourire après, ce que quelques personnes remarquent. Et puis je fais un truc hyper chelou où j'arrête mon pouls, où je meurs, où je révèle à la famille, la machin, des Et trucs. enfin, du moins le soir Ouais, où je suis venu voir, et je te l'ai déjà dit, qui a pour moi été le moment de grâce du spectacle de ce truc-là, quoi. il est hyper fort, effectivement. Et souvent, les personnes sont hyper touchées par ce truc-là parce que moi, je pousse le truc à bout. Et à la fin, ça se termine avec moi, je bois de l'eau, je me réhabille, machin, parce que j'ai enlevé ma veste. Et je regarde les gens, je leur fais ah, mais je vous rassure, hein, je n'ai pas de pouvoir, hein, j'ai pas de pouvoir psychique. Et je laisse juste ça là. Et Hmm. il n'y a pas besoin de plus. Et là, du coup, il y a un truc qui est le contrat est clair, ce que j'ai dit est vrai. Après, en fait, je ne peux pas empêcher quelqu'un de croire quelque chose si lui est déjà convaincu par ce truc. Oui. Par contre, la seule chose que je peux faire, c'est les prévenir de on n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs pour réussir ce genre de truc. Hmm. Et donc, moi, c'est comme ça que je place mes trucs dans un flou. Après, par contre, s'il y a quelqu'un qui me demande à l'extérieur, s'il y a quelqu'un qui me pose des questions hors de mon cadre ou en interview, là, la rigueur est hyper claire. C'est-à-dire que même si j'utilisais à un moment donné une pseudo-explication pour un tour, je ne vais pas réutiliser cette même pseudo-explication-là. Hmm. Parce que pour moi, on est sorti du cadre du spectacle. Et dire ça, ça serait l'équivalent pour
l'acteur de Superman de dire, ah bah oui, j'ai passé des mois à m'entraîner à comment voler. Là, ça paraît ridicule. Mais en fait, pour les magiciens, ça paraît hyper clair. Ils disent, bah non, machin. Non, on y a cru le moment donné, comme j'y ai cru quand j'ai vu Jurassic Park, il y avait des trucs. Mais si il y avait Steven Spielberg qui disait, alors oui, vous savez, j'ai passé des années à étudier avec des archéologues, et en fait, on a remis. Arrête tes conneries, frérot, en fait. Non, t'as monté un truc, ce qui était très bon. Et en fait, ça devient fascinant l'explication derrière, le pourquoi et du comment ça marche. Hmm. Euh, et pour moi, là, c'est la même chose ici. C'est que quand je sors de ce contrat-là du spectacle, et les gens me disent, mais en fait, tu es vraiment voyant. Après Thomas Polgar, ça arrive beaucoup. Mais tu as vraiment des pouvoirs. Et je leur fais, non, 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 c'est mon personnage qui a des pouvoirs. Par contre, l'idée, c'est de questionner. Et justement, je suis content que vous ayez ces questions-là, parce que je veux vous faire réaliser que Hmm. le flou entre les deux est flou. Et là, je leur fais expliquer ça sans pour autant leur enlever cette émotion en leur disant non, regardez, c'est hyper truqué, en fait, j'ai fait un acidus novus. Voilà. Un Mais ça... acide. Ah bon, c'est tout? Il y a, je pense à un spectacle là, parce que tu vois, typiquement, dans les idées que j'ai vues dans un spectacle où je me suis dit, ah, pourquoi j'ai vu ce truc-là? Il y a notamment la séquence dans In and of Itself de Derek Del Oui, Godio de l'enveloppe, oui, qui est une séquence merveilleuse, qui est réellement un des trucs les plus forts du spectacle, à mon sens. Voilà. Derek Del Godio n'utilise pas d'avertissement pour dire que cette lettre n'a pas vraiment été écrite par ton père, ta mère, ou qu'importe qui est décédé ou non, qui est machin. Il dit, je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais je ne vois plus Ginette, je vois la sœur de quelqu'un, je vois la fille de quelqu'un. C'est merveilleux, c'est une splendeur super beau. à tous les niveaux. Et lui n'utilise pas l'avertissement pour cette pièce qui est pour moi un numéro de Healing Mentalism, hein, vraiment. Il utilise une autre arme que j'adore, et je sais qu'on en est des fervents défenseurs tous les deux, à savoir la bienveillance. Oui, Puisque, et c'était... alors ça m'amène à deux embranchements. Je sais, et je trouve ça quand même fou. Pour moi, le mentalisme est la branche de la magie qui intègre le plus la bienveillance, puisque elle parle directement des gens pour les gens, aux en gens. théorie, en théorie. Si tu le fais pas avec bienveillance, et ben en fait, t'es juste un espèce de diablotin qui parle sur l'épaule et qui dit ton père s'appelle Eric. Je sais pas, tu vois, ça n'a pas de- Là, C'est... tu peux devenir dark très direct, hein, c'est Ouais, sûr. ouais, ouais, mais tu vois, il y a ce truc-là. Qu'est-ce que tu penses d'une génération de mentalistes qui part dans plein de directions différentes? Et Dieu merci, c'est ce qui permet aussi à cet art de, tu vois, de vivre et de prendre des formes auxquelles on ne se serait pas attendu sans ça. Mais qu'est-ce que tu penses de la manière dont le mentalisme avance, avec toutes ces dérives, et puis des gens qui font des conférences en entreprise en parlant de pseudo-capacités, de ci, de ça, de gens qui prétendent carrément avoir des pouvoirs, des gens qui ne prétendent pas avoir des pouvoirs, mais qui ne disent pas qu'ils en ont. Enfin, tu vois, il y a toutes ces choses-là, et comment est-ce que la bienveillance peut articuler le tout et permettre au mentalisme de se sublimer dans les années à venir? Hmm. C'est une bonne question, ça. Euh, j'ai l'impression que il y a... c'est un peu le gros blocage et que je pense sincèrement, beaucoup de gens ne voient pas. Quand tu fais de la magie, et même pire quand tu fais du mentalisme, tu as un pouvoir de dingue sur la tête des gens. Et il y a beaucoup de gens qui voient, non, mais c'est qu'un trucage parce que nous, on voit le côté derrière. Mais au fond, juste donner un papier à quelqu'un, lui demander de penser à quelqu'un, de l'écrire dedans, vous déchirez le papier, vous faites votre Saint-Terre de votre côté, mais lui, il voit pas, et vous devinez la pensée, il y a une intrusion qui est vécue par les gens. Et je vous imaginez vraiment pour les personnes qui ne le font pas, le vécu de ça. Moi, je vis ma vie tranquillou, hein, à communiquer avec les gens, c'est-à-dire à parler pour transmettre mes idées. Dans ma vie quotidienne,
Il y a des moments de frustration. J'ai pas réussi à m'exprimer bien, l'autre il me comprend pas. Purée, il m'a saoulé. J'ai essayé de négocier le prix de mon appart et j'ai pas réussi et tout. Et là, il y a une personne, je n'ai pas utilisé mon moyen habituel, il obtient de l'information. Ça chamboule en fait. Juste ce truc-là. Il y a un pouvoir qui est créé parce qu'on peut changer des croyances. Il y a un truc de, en fait, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et toute nouveauté de vécu, ça ouvre de nouvelles perspectives au cerveau et donc ça change les gens. Donc à partir de ce moment-là, il faut comprendre que quand on fait du mentalisme, on a un pouvoir sur les gens. Donc ce n'est pas que des tours, on a un pouvoir sur les gens, et c'est sûr. Maintenant, là où la bienveillance rentre, c'est que pour moi, tout dépend de comment est-ce que tu visualises et le pourquoi tu visualises le mentalisme. La bienveillance, c'est parce qu'à un moment donné et au fond de toi, c'est là où on se rejoint aussi, tu es un peu en train de faire ça pour eux. C'est-à-dire que je suis sûr et certain que Derek Del Godio, quand il a écrit le truc de la lettre, c'est qu'au fond de lui, il aurait voulu l'avoir pour quelqu'un de cher pour lui. Je suis sûr et certain. Hmm. C'est pas possible d'écrire ce genre de truc si à un moment donné, tu t'es pas dit, purée, là, en fait, je tiens un truc que moi, j'aurais bien voulu vivre. Je vais laisser les autres le vivre. Mais donc, il y a un moment, une énergie vers l'autre. Un truc de, je me mets à la place des gens. Sauf que, ayant passé beaucoup de temps dans différents clubs de magie et des rencontres, etc., le mot le plus fort qui sort, c'est comment les bluffer. Ah, ils ont vrillé, hein. Ils ont pété un câble quand je leur ai montré le tour. Ils n'ont pas du tout compris. Donc, le vocabulaire, on est en train de parler de spectateurs comme des gens cons on leur balance des trucs. C'est comme un boxeur qui dit, t'as vu, je lui ai donné une droite et je l'ai mis KO. Et donc, c'est cool aussi parce que ça parle de l'émotion, mais quel est l'impact de ça? Eh bien, si je construis tout mon truc en me disant comment moi je me mets en avant, qu'est-ce qui rend le mieux pour le machin? Ah bah là, tu vois, c'est trop bien, je vais prendre un mec, je vais l'hypnotiser et je vais les faire vivre un truc genre une mort d'un proche. Et là, les gens vont le voir en train de chialer et tout, c'est trop bien. C'est horrible, mais ça marche, oui. Par contre, si à un moment donné tu te dis, OK, je vais utiliser ce truc fort-là pour eux, hein, parce que c'est des gens qui viennent me payer, qui me donnent de leur temps et de leur argent pour vivre quelque chose de fort, et ben, je pense que ça change tout. Et pour moi, cette bienveillance-là, elle vient, peu importe la méthode, que tu sois psychique, psychologique, neuro ou pas, la clé, c'est, en ingénierie, on a un mot pour ça, c'est la valeur ajoutée. C'est quelle est la valeur ajoutée à l'autre? C'est-à-dire que tu t'oublies un peu et tu te dis ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que ça apporte pour l'autre? Et Hmm. en fait, ce truc-là, ce questionnement-là, ça résout tous ces problèmes. Quelqu'un qui fait des trucs avec des pseudo-explications en conférence, je vous donne une petite histoire. J'avais donné, vraiment, vrai, hein, j'ai donné une fois une conférence pour Tiffany Co. On m'avait contacté parce qu'ils étaient en train d'organiser un séminaire de réflexion sur la posture commerciale. Alors, pour le coup, moi, je parle d'un truc qui est aussi mon métier, que je fais. Et du coup, ils voulaient avoir un truc qui soit impactant d'un point de vue mentaliste, parce qu'ils avaient aussi un wedding planner qui leur expliquait comment accueillir les émotions de l'autre, etc. machin. Je me dis, bon, comment est-ce que je pourrais les aider? Donc, je suis allé en invité, client mystère à un de leurs trucs pendant tout un après-midi, et j'ai pris en note dans ma tête toutes les pratiques qui, moi, ne marchaient pas. Je leur ai fait une liste à la fin, je leur ai dit bah, ça et ça et ça et ça. Ils se sont regardés, ils ont fait bah, c'est exactement les problèmes. Je me suis dit bien, donc j'ai monté une conférence qui utilisait du mentalisme, où par exemple, j'ai pris une personne sur scène, j'ai deviné avec un mélange d'acide novus et plein de cold reading un souvenir qu'elle avait. Mais après, je ne lui ai pas dit, vous voyez, avec juste en regardant droit dans les yeux de la personne, vous pouvez deviner ce à quoi elle pense. J'ai dit, là, on ne va pas s'intéresser sur comment j'ai deviné le souvenir, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle m'a donné des informations pour avoir ce souvenir-là. Hmm. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le contact, regardez à quel moment j'ai dit telle phrase. Et je leur ai donné des outils que j'utilisais réellement, qui sont aussi hyper utiles dans la posture commerciale pour créer un lien de confiance et donc pousser le client à s'ouvrir plus. Et c'était ça la valeur ajoutée. Je leur ai apporté quelque chose avec une illustration forte, donc ça augmente l'apprentissage, d'un outil qu'ils vont pouvoir réutiliser. Et les commerciaux sont venus après, ils m'ont dit, purée, mais c'est fou, tu as changé notre vie en fait, avec juste cet outil-là. Et ils ont un impact réel. Maintenant,
pourquoi je vous parle de ça? C'est que la responsable Tiffany Co. Monde par rapport à ce séminaire-là, c'était une personne de New York. Et elle m'avait parlé, ils avaient aussi invité un mentaliste aux États-Unis et on devait un peu se coordonner pour voir est-ce qu'on parlait des mêmes choses. Et elle me sort le nom, je ne vais pas citer le mec, c'est un mec assez connu qui fait que de l'événementiel mais qui tourne pas mal. Elle me fait ouais, c'est trop bien. Est-ce que tu pourrais pas nous faire? Parce que lui, il nous a fait un truc de fou en fait. Il nous a montré comment, juste en analysant les micro-expressions, on peut deviner ce à quoi quelqu'un pense. Par exemple, il m'a donné un dé et un verre. Et il m'a demandé de placer le dé à une certaine position. Et juste en me regardant sans jamais soulever le gobelet, il a deviné le. Moi, dans ma tête, j'étais genre, oh putain, mais c'est quoi ce délire? Et juste après, elle me sort. Et en plus de ça, il nous a montré. Bon, je sais pas si vous connaissez, hein, mais il m'a montré un truc hyper sophistiqué de regardez, je vais vous inviter à penser à un symbole simple et mettez un symbole autour. Et du coup, il a deviné que je pensais à un triangle dans un cercle. Et du coup, il nous a dit bah, pour la vente, ça, c'est hyper magique. Parce que je vais le dire en anglais pour les personnes qui comprennent. Yeah, so he told us if we want to sell a watch, all we have to do is say, watch this. Watch this. Et je suis en mode, alors au-delà du fait j'avais l'impression de voir David Blaine parler, mais là vraiment, il y a eu un truc de, et elle m'a dit, ouais, tu peux nous apprendre les mêmes choses. Et donc c'est hyper frustrant parce que le souci d'une conférence, c'est que tu n'as pas le temps de le tester, donc du coup tu ne peux pas voir si ça marche ou pas. Ouais. Et là pour moi, la seule chose, c'est que le mec il s'est dit, il me donne de la thune, qu'est-ce que je vais leur faire? Ben, je vais leur faire ça. Et à aucun moment, il y a eu la question de la valeur ajoutée. Quand tu as un voyant qui utilise ses pouvoirs, qui se dit ah, c'est bien comme ça me fait ma clientèle, à aucun moment il s'est posé la question de la valeur ajoutée à l'autre. Quand un mec dans un spectacle se dit ah, c'est trop bien, il va y avoir tel ou tel effet, il est en train de construire ce truc-là pour son ego. Oui, a posteriori, il va te dire oui, en fait, ça aide les gens. C'est des conneries, c'est de la mauvaise foi, de la rationalisation a posteriori. Si par contre, sincèrement, toi, tu te poses la question a priori de ça, c'est des gens qui se sont dit, je vais me déplacer 1 heure pour venir te voir, qui te donnent 1 heure de leur temps et de l'argent, bah, qu'est-ce que tu leur donnes en retour? Bah, c'est ça qui va réussir à résoudre tout ça, en fait. Et donc, peu importe si c'est du psychologique ou du psychique ou du healing mentalism ou autre, il y a la question de comment j'aide l'autre. Et ça, c'est le point commun que j'ai trouvé aussi par rapport à toutes les personnes avec qui j'ai discuté qui avaient de l'éthique. Toi, Peter Turner, c'est un très bon ami, je discute beaucoup avec lui. Quand il crée ces trucs, avant tout, il parle des émotions qu'il aurait voulu lui vivre. Il parle de problématiques que les gens ont, il essaie de les résoudre. Stephen Bilek, avant tout, il essaye de faire avancer les gens dans des soucis qu'ils ont eus parce que lui avait eu des difficultés. Il sait à quel point c'est difficile parfois de faire tel et tel choix dans la vie. Donc, s'il peut leur donner le petit implicateur, c'est super intéressant. Lewis Leval, il a eu une sacrée formation en. Comment ça s'appelle? Il s'est isolé pendant des mois avec le mot m'échappe. Tout ce qui est du chamanisme. Il a étudié le chamanisme pendant des mois. Il s'est isolé à un moment donné où il avait fait un burn-out dans son ancien boulot pour aller s'isoler pour se reconnecter à lui-même pendant des mois. Et il s'est dit, purée, mais ce truc-là, c'est trop bien. Et si je m'inspirais de ça pour pouvoir. Et c'est ça le point commun, en fait. C'est que, ou alors les formateurs qui sont éthiques, parce qu'il y a aussi, en oubliant la magie, il y a des formateurs qui ne sont pas du tout éthiques qui se pose la question de qu'est-ce que je peux apporter aux gens. Moi, personnellement, la première question de laquelle je pars quand j'écris mes spectacles, ce n'est pas qu'est-ce que je veux qu'ils vivent, mais avec quoi je veux qu'ils repartent. Je m'en fous de l'émotion présente. Je veux juste penser à la mémoire ou au souvenir qui sera créé à posteriori. Parce que je sais que c'est ça, avec ça qui part. Hmm. Qu'est-ce que je veux leur donner? Et ensuite, je le mélange. C'est une grosse explication, mais parce que. Mais ce débat n'existe que et uniquement parce que il y a des gens qui vont dans le sens inverse. Et, Complètement. et par ailleurs, c'est aussi l'industrie magique qui pousse à ça, avec une surconsommation, avec un sursolutionnage de tout et de n'importe quoi, même de choses auxquelles on n'avait même pas de problème. On a Oui. trouvé des solutions à des trucs où il n'y a pas de problème. Et on va raconter une toute petite histoire sans faire du name dropping, mais j'ai dîné avec un magicien plutôt très connu en France. Voilà, je ne donne pas de nom.
Et ce magicien-là revenait des États-Unis où il avait vu plusieurs spectacles, notamment de Inner Circle de Hazy Wines C'est et Will. In and of Itself de Derek Del Godio. Donc il avait vu les deux. Et il nous montre des photos à table, ah, la scénographie de de Inner Circle, donc cette table avec les projections au-dessus et tout, c'est intéressant artistiquement, voilà. Et je lui dis, ah, cool, et alors, c'était comment? Il y avait plein de magiciens à table, hein. Il y avait les Twins, il y avait plein de gens, hein. C'est pas eux, mais voilà. Et il me dit, oh bah tu sais, il faisait des tours classiques, hein, du Turn and Restore, je sais plus ce qu'il me dit, bref, il me sort des noms de trucs classiques shit, quoi. Voilà. Et je le regarde et je lui fais, mais c'est marrant quand même, parce que je te demande comment c'était, et tu me réponds qu'est-ce qu'il faisait. Tu vois, je lui dis, tu me dis pas ce que tu ressens. Il me regarde, il me fait, ah merde, mais je pensais que t'étais un magicien. Et je lui fais, mais je suis magicien. Mais moi, je veux savoir ce qui t'a pris au trip. Parce que je suppose que si je te demande de me parler de Eden of Itself, en ressortant, tu vas pas me dire, alors il a fait un petit chapiteau de cartes pour faire disparaître une brique. Tu fais, bah non, en fait. Tu vas me dire, putain. Je vois pas comment tu peux sortir de In and of Itself en me disant autre chose que ça m'a pris au trip, quoi. Tu vois? Complètement. Bon, voilà, je faisais cette parenthèse parce que je trouve que c'est symptomatique, en fait. C'est Ouais, symptomatique parce que ce discours-là est simplement décorrélé du fait que certaines personnes, que tout le monde a une sensibilité artistique différente, mais pour être un tout petit peu plus disruptif que ça, tout le monde n'a pas de sensibilité artistique. Donc, oui, tu vois, je veux dire, on part d'un postulat sans sensibilité artistique, le schmilblick n'avance pas. complètement. Euh, ça très bien, on va avoir plein de gens qui vont faire de l'événementiel très bien en worker avec des trucs qui tapent et ils seront parfaits pour cet Ouais. exercice-là, mais pour une avancée philosophique euh, interne, de force de proposition en termes d'effet, de présentation, d'attitude, de tout Mm. ça, sans sensibilité artistique, je crois que c'est impossible. Non, moi, je suis d'accord. En fait, tu parlais de l'impact que la magie et cette espèce de pousser à acheter de plus en plus. En fait, j'ai réalisé un truc qui est aussi le souci, et je pense la raison pour laquelle il y a ce problème-là en magie, c'est que, en mentalisme compris, hein, c'est la magie, c'est la seule forme artistique au monde que je connaisse où tu peux réussir à avoir un impact fort sur les gens avec zéro entraînement. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre forme artistique au monde. Le chant, j'ai passé beaucoup de temps à gueuler seul dans ma chambre où c'était dégueulasse. Voilà, il faut le dire pour entraîner sa voix. Où j'essayais de choper des notes aiguës et je faisais des ah, ah, et ça ne marchait pas. Le piano, pareil. Les gens qui font du théâtre, tu passes du temps, le cirque, tout ça, la peinture, essaye de comprendre d'abord la composition du truc, tu vas faire tomber de la peinture. Là, on te dit, tiens, achète ce petit truc gimmick, tu peux t'entraîner en 5 minutes, easy to do, instant reset, avec des effets spéciaux et tout. Et en fait, c'est ça qui est mis en avant. Et c'est la seule forme artiste, la seule, l'unique. Ce qui fait que du coup, tu ne formes pas des artistes, tu formes des clients, tu formes des acheteurs, tu formes des gens qui ne font que acheter et des consumers, en fait, littéralement. Par contre, là où c'est drôle, c'est que on peut utiliser ça à notre avantage, c'est que la magie se développe de la même manière que le milieu scientifique, c'est-à-dire avec des chercheurs. On a à peu près autant de différentes idées de publications que de publications en sciences. Sauf que la différence, c'est que quand il y a des chercheurs qui font de la recherche, ils lisent pas des trucs, ils se disent tiens, c'est drôle, je vais refaire la même chose. Ils partent d'une question qui n'a pas été faite. Ensuite, ils recherchent les choses qui leur sont utiles à eux pour l'impliquer. Et moi, c'est comme ça que j'avais fait. Il y avait justement quand je bossais sur l'effet papillon, je me suis dit tiens, ça serait trop chouette là d'avoir un arrêt-de-coup parce que j'imaginais le truc intéressant. Donc, j'ai acheté toutes les méthodes d'arrêt de pouls que je connaissais pour essayer de les tester, pour essayer de voir laquelle irait mieux dans le spectacle. Après, oui, je lis parfois toujours encore des trucs qui peuvent m'inspirer de créateurs que j'apprécie, mais comme les scientifiques peuvent lire des magazines de sciences,
des trucs, etc. Sauf que le côté pratique, il vient que a posteriori Hmm. d'un enclenchement déjà personnel. Alors que dans la magie, c'est on lit un tour et après on en fait quelque chose qui est absolument contre-productif en fait. Mais comme il y a toutes ces publicités, tout le côté marketing, le côté consumer de vas-y, fais-le, machin, vous allez voir, hyper important. Et toi, tu te dis, oh, j'ai envie de le voir, et du coup, je l'achète et je le fais, et puis ça reste dans ton grenier, ben, ça avance pas. Disons qu'il y a euh, dans les stades d'apprentissage, Mm. au début, dans les 3, 4 premières années, tu arrives à un stade où tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et du coup, tu te dis au bout d'un moment, bah, ça y est, j'ai fait le tour, quoi. Ça y est. Bon, bah voilà, le flap, il fait ça. Et ça fait ça. Et donc, si j'appuie là, ah, putain, distancia. Donc, donc tu sais pas que tu ne sais pas. Et du coup, tu arrives à un truc où si tu combines la surfacilitation des effets que le marché propose avec le fait d'être sûr de tout connaître, Mm. bah, t'avances plus, en fait. Voilà. Moi, j'ai des élèves à Strasbourg qui font de la magie, même parfois depuis 7 8 ans, hein, Ouais. mais qui se sont jamais posé les questions alentour et qui ont jamais lu de livre et tout, machin, qui me disent, bah voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour en cartes et tout, machin. Moi c'est mon dada, les cartes, j'aime bien ça, voilà. Je lui dis, ok, t'as fait le tour en cartes, et ben allons-y, regardons à quoi le tour ressemble. Et puis il me montre des choses qui par ailleurs sont bien, tu vois, il n'y a pas de souci, je suis fait. Mais en fait, tu sais ce que Tamariz, il a marqué dans le chemin magique par rapport à ça? Et dans les 5 points magiques, comment la posture peut t'aider à maudire? Il fait, les 5 quoi? Tamaki? Je fais, oh, waouh! Ouais, mais tu vois, mais en fait, et l'industrie n'aide personne pour ça. Complètement. Euh, je prends un exemple qui n'est du coup pas de la surfacilitation, mais qui est un sujet que tu aimes et que tu connais et pour lequel tu as contribué pour la communauté magique, à savoir le cold reading. Oui. Euh, le cold reading, je trouve ça passionnant. Pourquoi? Parce que euh, t'es obligé de rester dans une zone d'humilité folle. Pour la simple et bonne raison que tu le veuilles ou non, il y aura du miss-hit. Ouais. Et tu taperas à côté. Avec le temps, tu taperas certainement de moins en moins à côté, mais tu ne taperas jamais. euh, Jamais à côté. Enfin, tu vois, tu seras Ouais. toujours à un certain point à côté. Et les gens te regarderont et tu te balanceras des trucs, et tu vas, c'est ça, et la personne te fera non. Oui. Donc, il y a cet aspect-là. Comment est-ce que toi, tu as approché le cold reading? Comment Mm. est-ce que dans ta psychologie artistique, tu gères le miss-hit? Mhm. Comment est-ce qu'il t'aide? Ouais. Euh, En fait, derrière le cold reading, moi, la raison pour laquelle je l'ai bossé et pourquoi je voulais développer un truc, c'est que je suis toujours à la recherche d'un truc impossible. On fait croire à l'impossible euh, aux gens. Et, euh, et en fait, j'en discutais du coup avec un ami mentaliste et on n'était pas complètement alignés là-dessus, le questionnement m'a nourri. Où je parlais avec Pierre Onfroy, qui est un très bon ami. Et en fait, je lui disais, bah ouais, là, je suis en train d'encore améliorer le cold reading et tout et machin. Et il m'avait dit, bah en fait, une fois que je l'ai fait et que tu as réussi à faire croire à un pouvoir, pourquoi continuer? Puisque tu as atteint ton objectif. Et dans ma tête, la raison pour laquelle je fais ce que je fais et ce qui me nourrit aussi pour mes prochains spectacles, c'est que je me mets des objectifs inatteignables, qui sont, là aujourd'hui, je suis obligé de passer par une procédure pour deviner la pensée de quelqu'un. Moi, je veux atteindre le moment qui, je sais, plus profond de moi, qui est impossible à atteindre, le moment où j'ai juste besoin de regarder la personne et deviner ce à quoi elle pense. Le cold reading, pour moi, c'est un approchement de ça. Et donc, dans l'idéal, toute méthode, même si j'arrive à le croire, et que je suis sûr que les personnes qui sont venues me voir il y a 1 an en spectacle, ils ont vachement kiffé, ils n'ont pas compris. Mais je sais que moi, je peux encore évoluer ce truc-là parce que je me mets un objectif inatteignable. Hmm. Mais pour pouvoir avancer dans ça, ça veut dire qu'il faut être hyper critique sur soi, non pas se flageller, mais sur les choses qui peuvent être améliorées, parce que le public, lui, ne sera pas possible il ne pourra pas te le dire. Parce que lui, il est déjà dans la posture publique.
Par contre, toi, tu peux te dire, là, par exemple, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que j'aurais voulu. Là, Hmm. je peux gagner en efficacité. Et dans les mythes, d'abord, c'est ne pas en avoir peur. Je pense que c'est hyper important, et notamment dans l'effet papillon, où il y a moins de cold reading, mais mine de rien, toutes mes méthodes peuvent rater. Il n'y a pas une seule méthode qui est complètement safe. J'ai toujours un backup plutôt magique, technique, physique, parce que c'est un spectacle et donc je dois enchaîner. Mais par contre, je commence toujours par un truc qui peut rater dans tous mes effets, parce que c'est là où je suis dans une zone intéressante. Et Hmm. en fait, le fait d'accepter déjà le mycite vous met dans une posture de je me teste, je me challenge, je sors de ma zone de confort. Ça, c'est intéressant. Et la deuxième, c'est que j'ai appris avec le cold reading, voir le mycite d'une autre manière. Et non pas le voir comme un misfit, mais comme une miscompréhension. C'est ce que j'explique dans ma conférence. C'est-à-dire que, supposons que, par exemple, c'est pas moi, j'ai envie de deviner quelqu'un à quoi tu penses. Quelqu'un à qui tu penses, pardon. Donc, tiens, pense à quelqu'un qui t'est cher. Donner un exemple. Peut-être que ça ne va pas marcher là parce qu'on est en visio et donc, du coup, le Ah, ok, timing je le est fais pour de vrai. débile. D'accord, ok. Mais Ouais. oui, on le fait pour de vrai, mais si ça ne marche pas, j'expliquerai un peu le processus. Je ne l'ai jamais fait en ligne, donc du coup, je ne sais pas. Mais pense à quelqu'un qui t'est cher. Ok. Très bien. Je vais pas essayer de deviner son prénom, mais juste essayer de deviner le lien qu'elle a avec toi. C'est bon, tu as quelqu'un en tête? Ouais. Ok. Attends, c'est pas quelqu'un de ta famille? Si. Si. Ouais, parce que je sentais quelque chose d'assez fort entre vous deux. Tu aurais pu penser à un pote ou à un professeur, mais c'est bien quelqu'un de ta famille. Je ressens quelqu'un d'assez jeune. Parce qu'en général, les gens pensent à leurs grands-parents, tu vois, mais toi, c'est pas le cas. Non. On est d'accord? Non. C'est pas un homme par hasard. Si. Ouais, c'est ton père? Non. Merde, grand frère du coup. Parce C'est que je ça. sens une parentalité. Ok, j'hésitais entre le père ou le grand frère. Ok, super. Voilà, avec rien, tu arrives sur une des deux, quoi. La manière dont je le fais, c'est que dans la vraie vie, en fait, j'aurais eu un temps qui m'aurait permis de ajouter grand frère juste après dans ma phrase, mais tu m'as coupé avant que je puisse continuer ma phrase. Ah. Dans la vraie vie, j'aurais dit, ah, j'ai l'impression qu'il y a un lien de parentalité, ça serait ton père, pause, ou ton grand frère, ah, c'est ton grand frère. Et là, du Ah. coup, j'aurais eu directement. Euh, le mélange de tout ça, la première étape, c'est une information qui est obtenue juste par une confiance. C'est ce qu'on appelle une interrogative, où je te dis, ce n'est pas, pose, quelqu'un de ta famille. Où tu me dis, si tu me dis oui, je te fais bah oui, on est d'accord. Machin, machin. Si tu me fais non, je te dis non, c'est pas ce qui me semblait. Parce que le choix, quelqu'un de ta famille peut dire l'un ou l'autre. La seule chose, c'est qu'il faut rester hyper confiant là-dedans. Et là, moi, la chose que j'ai ajoutée dans mon système, c'est l'avancement par l'extrême opposé. C'est-à-dire, toi, dans ta tête, tu ne penses que à ton grand frère. Donc, si à la fin, je devine à ton grand frère, tu peux dire oui, il a fiché des informations. Donc, il faut que je te prouve constamment que, en fait, il y a d'autres personnes à qui tu pouvais penser. Donc, je dois explicitement dire des choses auxquelles tu ne pensais pas. Et ça, cet avancement-là par la négation, renforce ses effets. Ça, je l'ai découvert d'abord, je reviendrai après sur le code training, mais je l'ai découvert avec mon Hakan. Il y avait une fois où j'avais fait un Hakan hyper pur, où littéralement, je fais la méthode de Win. Et la méthode, la personne, sans l'influencer que ce soit, j'avais eu de la chatte et la personne a dit le bon numéro. Donc, je ne touche rien. La personne sort les cartes, distribue, on arrive à la carte et pas de réaction. Et je me dis, mais what? Mais pourquoi? Hmm. Pour moi, c'est un miracle et j'étais trop content. Et non, ils ont fait, ah ouais, c'est fort, bravo. Ils sont partis. J'étais là, mais quand le miracle existe, ils sont pas impressionnés. Et donc, j'ai réalisé que, en fait, quand je les entendais discuter a posteriori, ils disaient, ouais, il a dû m'influencer le numéro, il a dû m'influencer la carte. Et donc, ils étaient partis du principe que je leur avais influencé les deux et que ça avait marché comme ça. Parce que c'était la seule chose à laquelle ils pensent. La personne, quand elle pensait à sa carte, elle pensait que à sa carte. Même si je dis, tu aurais pu penser à n'importe quelle carte, tu n'as pas d'autre image que ta carte. Maintenant, imagine que tu arrives sur ton Haken. Tu distribues, la personne a dit 17, tu arrives à 16 et tu fais stop, stop, stop. Là, c'est la 17e. Quelle était la carte que tu avais nommée, Quentin? Nomme-moi une carte. 4 de pique. Le 7 de pique? Le 4 de pique. 4 de pique, pardon. Mais on est d'accord que tu aurais pu penser au 2 de cœur ou au roi de carreau. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as pensé au 4 de pique. Retourne là. Ce qui se passe, c'est que maintenant, visuellement, dans ta tête, tu as d'autres possibilités existantes de ça n'aurait pu pas marcher comme ça. Hmm.
Et ce que j'entendais les gens sortir à posteriori, ils disaient, mais c'est fou! En fait, j'aurais pu penser aux deux de cœur et au roi de carreau. Les Hmm. mêmes cartes que moi je leur nommais. Dans le cold reading, c'est la même chose. Si tout est trop direct, la personne se dit, il s'est passé un truc. Alors que là, je te dis, tu aurais pu penser à ton ami ou à ton professeur. Et là, dans ta tête, tu te dis, c'est vrai, j'aurais pu penser à mon ami. Attends, mais c'est fort ce qu'il fait, en fait. J'enchaîne après sur non pas un missit, mais un recadrage de l'information. Et j'utilise une phrase qui est la technique l'avancement par l'extrême, où en gros, je te dis un mot qui, pour nous deux, est clair, mais que je vais recadrer en fonction de ta réaction. Hmm. Et donc, je te dis, je ressens quelqu'un d'assez jeune. Et là, je te vois faire. Et là, à ce moment-là, je décroche mon regard comme si je ne t'avais pas regardé, comme si j'étais dans mes pensées, en train d'expliquer ce que je voulais dire. Et là, je te fais, ah, parce que tu sais, la majorité des gens pensent à leurs grands-parents, ce qui est faux, d'ailleurs. Mais toi, ce n'est pas le cas. Et là, tu me fais, bah non, non, non. Et je te fais, ah, c'est quelqu'un de plus grand que toi. Pourquoi j'ai deviné ça? C'est que si je t'avais dit c'est quelqu'un d'assez jeune et tu m'as fait, oui, je sais que c'est ton petit frère. Ouais. Ou alors ton fils, si tu étais un peu plus grand. Ou si tu me fais une hésitation, je sais que c'est quelqu'un d'à peu près ton même âge. Et que donc, du coup, je peux miser sur, je sais pas, un très bon pote, ou alors, si, justement, si c'était à peu près le même âge, j'aurais imaginé que tu aurais pensé à ta copine. Comme c'était quelqu'un de plus grand, là, je me suis dit, probablement un homme, parce qu'on parle de magie, machin, donc ça a dû stimuler un peu d'un point de vue homme. Donc là, je suis parti direct, mais couillu sur l'intuition, homme, et donc j'hésitais entre le père ou le grand frère. Mais du coup, comment je gère le mythique? Pourquoi ça a marché? C'est que constamment, je regardais mes vidéos et je me disais, qu'est-ce qui fait que là ou là, je peux améliorer? Ah, bah là, tu vois, il a été déçu. Donc, comment j'enlève cette déception? Et au fur et à mesure, ça m'a fait évoluer. Donc, le mythique, pour moi, me nourrit. J'adore me mettre dans des moments où je fais des erreurs et après, j'essaie de les résoudre, par contre. Parce que si on fait que des erreurs, on ne les résout pas bien non plus. Ouais, ouais. D'autant qu'en mentalisme, le miss-hit ou l'inexactitude est une arme qui, assez étrangement, renforce Complètement. l'effet qu'on est en train d'essayer de faire. Tout Hmm. comme au cirque, d'ailleurs. Au cirque, ils, ils écrivent et ils anticipent les moments où ils vont rater. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu vois quelqu'un, toi, en tant que spectateur, tu ne sais pas. En mentalisme, on est un peu similaire parce qu'on est en train de faire quelque chose qui semble impossible aux gens. Donc, tu sais pas à quel point c'est difficile. Quand tu vois quelqu'un faire un triple saut sur un cercle qui tourne en 360, tu ne sais pas à quel point c'est dur. Tu peux le conscientiser, mais Ouais. émotionnellement, tu ne sais pas. Donc, si le mec il chute 2 fois d'affilée et puis il réussit, ton cerveau il se dit, ah ouais, c'est dur, hein. Oh, il a réussi, c'est trop bien! Et en mentalisme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tout est fluide, tout est machin, tu penses à ci, tu penses à ça, la personne se dit, bah c'est simple en fait, c'est fort, hein, mais c'est simple. Alors Hmm. que si tu loupes, et à la fin tu devines un truc qui tue, et ils disent, oh, ouais, c'est trop bien, il a réussi. Mais complètement, Bah écoute, on est à 1h03. ah waouh, le temps passe vite. Je propose la chose suivante. En général, je termine les interviews en posant quelques questions Ouais, qui sont d'ordre plus anecdotique et moins philosophique, mais si ça doit repartir ça dans le va. philosophique, sens-toi libre. Et puis ensuite, on clôt doucement tout ça. Euh, Premièrement, un débutant vient te voir. Oui. Et ce débutant a très envie de commencer le mentalisme. Il sait absolument pas quoi faire ni par où commencer. Tu lui dis quoi? Je lui conseillerais des livres. Alors, non, d'abord, première chose, j'essaierai de comprendre ce qu'il entend par mentalisme. Parce que j'ai appris que j'ai eu plusieurs gens qui me disaient j'ai envie de m'initier au mentalisme, mais en fait, ce n'avait pas la même idée derrière la tête. Derrière, certaines personnes, c'était faire des spectacles. Pour d'autres, c'était apprendre à mieux communiquer. Pour d'autres, c'était apprendre à lire dans les pensées. Pas du tout les mêmes objectifs et je ne conseillais pas les mêmes choses. Mais supposons que la personne veut vraiment se lancer d'un point de vue professionnel, comme ce que je fais, comme ce que tu fais, d'un point de vue artistique. Je leur conseillerais 2 livres, les deux qui, je trouve, se complètent vachement bien. Euh, c'est Tricks of the Mind de Darren Brown, Hmm. parce que je trouve que c'est le vulgarisateur du mentalisme le plus complet que je connaisse aujourd'hui. Parce que ça traverse tout. La magie, la mise en scène, la lecture de pensée, la PNL, l'hypnose, les charlatans, la voyance, tout. Il y a tous les thèmes. Et à la fin, il y a genre, tiens, si tu veux creuser ça, regarde tel livre. Si tu veux creuser ça, regarde tel livre. Et la bibliographie est folle. Donc pour moi, quelqu'un qui veut se lancer, bah, c'est intéressant aussi qu'il explore ça pour qu'il puisse voir est-ce que je suis plus touché par la mémoire,
comme par exemple Fabien Olicard serait complètement là-dedans. Est-ce que tu es plus touché par la PNL ou machin, ce qui est plutôt mon cas? Est-ce que tu es plus touché par, etc., etc., qui forment un peu un sensation. Et le deuxième livre, qui était moi mon premier, Corinda, 13 Steps, parce que là, du coup, on explore non pas les thématiques, mais les méthodes. Et je trouve que lire Corinda en entier te met dans la... Même si tu n'en ressors pas, alors qu'il y a des pépites hein, dans Corinda, hein. Il y a des tours qui ont été complètement oubliés, je pense. Mais ça te montre, ça te met rapidement dans la posture de ce que c'est un mentaliste. Quand Hmm. tu comprends la gestion de l'attention, que tu comprends le, en fait, je peux utiliser ça à mon avantage, je peux l'englober avec du spiel, avec du discours, quand tu entends la prise de risque parfois et machin, bah, en fait, il y a toutes les capacités d'un bon mentaliste là-dedans. Et moi, c'est plus important que les tours. Et je pense que ça, déjà, si la personne n'accroche pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour. Et c'est OK, en fait. Il y a pas de jugement de valeur là-dedans. Mais c'est juste que parfois, on projette quelque chose sur, par exemple, moi, les pièces. Je pensais que c'était cool. J'ai testé plusieurs heures. J'ai réalisé que mes doigts avaient des trous et donc c'était chiant. Et donc j'ai arrêté. C'est pas fait pour moi. Et là, pour moi, ce serait la même chose. Si tu décroches à ce moment-là, quand tu découvres la réalité sous-jacente, c'est qu'en fait, bah, il vaut mieux regarder peut-être la psychologie ou alors Hmm. regarder des trucs plutôt type PNL, etc., qui vont te rediriger d'une autre manière. D'ailleurs, parce que j'ai une nouvelle question qui m'est venue en tête là et que j'avais oublié de te poser, donc on réenquille juste sur une question de Deep. Ouais, Euh, Depuis avant, on parle de mentalisme, on parle de magie, on parle de cold reading, on parle de chevaux, de chèvres et de fermes. Cependant, c'est simplement une dénomination, j'ai quasiment envie de dire, sociale pour que tout le monde puisse se repérer de la thématique de laquelle on est en train de parler. Moi, personnellement, ça me gave un peu. Non, mais en fait, ça me gave un peu de mettre un nom. En ouais, fait. Je n'ai pas l'impression de faire du mentalisme ou d'être mentaliste. J'ai pas l'impression de faire de la magie ou d'être magicien. Euh, euh, quel est ton ressenti là-dessus? Je sais que Darren Brown, lui, dit, en fait, je m'en fous qu'on dise que je sois ouais, hypnotiseur, mentaliste, magicien, m'en fous, je fais ça pour les gens, moi. ouais. Tu vois, comment est-ce que toi, tu le... Ça rejoint un peu, moi, ma pensée, et c'est ce que je commence à dire en interview, c'est je suis créateur d'expérience. Et c'est aussi pour ça que j'adore écrire et me mettre en scène. C'est que pour moi, tout se mélange. Après, je prends un co-metteur en scène pour vraiment pousser les trucs et avoir le regard extérieur qui est impossible à avoir solo. Euh, mais c'est hyper important d'avoir ma patte là-dedans et je m'amuse autant l'un dans l'autre. Si je faisais que, effectivement, le côté presta, oui, dans ce cas-là, oui, je serais purement mentaliste. Mais dans l'écriture, dans la créativité, dans la réflexion du truc, je pense notamment à Thomas Pelgarast, je chante, je joue du piano, je joue un personnage, je suis en connexion avec les gens, j'ai écrit le truc, j'ai réfléchi à la mise en scène, à les lumières et tout. En fait, tout ça, pour moi, va dans la même direction pour créer une expérience. Donc, à mon tour, je crée des expériences. En formation, je crée des expériences. Donc, c'est comme ça que je me définirais. Maintenant, effectivement, comme le cerveau humain adore les cases, j'ai appris à chercher les mots qui seraient les plus adaptés pour les cases que j'essaye de créer, quitte Hmm. à essayer de leur montrer que c'est une nouvelle case. Donc, pour Thomas Polgarast, par exemple, la case que j'essayais de développer, c'était un mélange entre théâtre et mentalisme. Et je suis obligé d'utiliser ces mots-là, du coup, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Mais il ne faut pas que, si je dis rien du tout, les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Donc c'est important aussi pour moi de trouver les bons mots pour quand même créer la bonne anticipation, en tout cas le bon contrat. Euh, Hmm. si, genre, je te dis, je fais un spectacle cool, oublions le magie mentalisme, et que toi, tu te disais, ah, je vais me divertir, c'est trop bien, et en fait, je te fais un drame, bah, même si c'est le meilleur drame au monde, tu vas être déçu, Ouais. parce que tu t'attendais à quelque chose. Et pour moi, du coup, les attentes sont importantes, parce que c'est ça aussi qui va définir la manière dont la personne va vivre l'expérience. D'ailleurs, vous le voyez, si vous voyez une affiche, par exemple, en trailer, et vous réalisez que ce n'est pas du tout ce qui est développé dans le film ou dans le spectacle, bah, vous êtes un peu déçu. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, ce que j'essaie de développer, j'essaie d'être hyper, hyper précis là-dedans pour définir un cadre qui va être sincère. Et Thomas Polgar, ça a été une grosse réflexion parce qu'il y a très peu de tours de mentalisme. Donc, Hmm. si je dis spectacle de mentalisme, les gens vont venir en s'imaginant à plein de tours. En même temps, il y a du mentalisme. Il faut que ce mot existe pour que les gens se disent le mec, il va quand même interagir avec moi et qu'il n'y a Ouais. pas de.
en fait, on est tranquille, on regarde une pièce de théâtre. Et donc, euh, la formulation qu'on a réfléchi avec mon designer, c'était un conte moderne. Donc, pour dire avant tout, c'est une histoire, pas un spectacle, pas une pièce de théâtre, un conte moderne mêlant théâtre et mentalisme. Et du coup, le conte moderne fusionne tout ça en disant vous allez vivre une histoire, mêlant théâtre, la théâtralité forte et mentalisme. Et comme le mentalisme arrive à la toute fin, c'est qu'il y a un peu d'interaction, mais c'est pas le cœur du sujet. Hmm. Et c'est une manière, en tout cas, où j'ai trouvé le contrat est plutôt clair avec l'affiche. Mais moi, personnellement, tu me dis comment je me définis, créateur d'expérience grâce au mentalisme, on va dire. Mais par contre, après, en fonction de où je suis et qu'est-ce que j'essaie de développer, je vais essayer de créer la case la plus claire possible pour être sûr que les gens ne signent pas pour quelque chose qu'ils veulent pas. C'est qui, dans la génération actuelle, euh, te plaît, te met sur le cul, te stimule, enfin, c'est quoi les noms qui viennent comme ça? Je peux te dire les mêmes noms qui, moi, m'avaient beaucoup inspiré au début. Luc Germain, Banachek, Peter Turner, Fedon Bilek. Et c'est des gens qui m'ont appris différentes choses. Derrière Luc Germain, il y avait les méthodes de scène et le mentalisme de scène, la gestion du public. Derrière Peter Turner, et je suis très content que c'est devenu un pote aujourd'hui parce que ça a été une grosse admiration, moi, pendant beaucoup d'années. C'est le Be Bold. C'est sa phrase clé. C'est prenez des risques, soyez couillus et testez des choses. Et c'est là où j'ai appris à prendre des risques, à lancer, peu importe comment ça va. Euh, Banachek, c'était la subtilité, la réflexion psychologique. Fedon Bilek, un excellent ami aussi, c'était le côté émotionnel et le côté sensation avec les gens. Et en fait, quand je lis ces différentes choses, je sais qu'il y a une direction qui va me pousser, mais dans tous les cas, le point commun entre tout cela, c'est des gens qui réfléchissent à leur truc. Et, et, j'ai remarqué que les personnes que j'aime bien lire, ou en tout cas les livres qui m'ont le plus inspiré, c'est pas les livres des idées, c'était les livres où je sentais qu'il y avait une réflexion poussée. Et aujourd'hui, je m'inspire plus de la réflexion que du tour lui-même. Je comprends. Ok. Eh ben, écoute, pour que cette série d'interviews puisse continuer et qu'elle puisse prospérer dans le temps, est-ce Oui, qu'il y a quelqu'un à qui tu pourrais écrire un petit message pour faire une recommandation et qu'il puisse se retrouver sur le format tel qu'il est aujourd'hui? en interview comme ça, ouais. Bah écoute, c'est hyper intéressant. J'en ai deux, les deux de toute façon sont ensemble. Euh, Pierre Onfroy et Marie-Alexis, qui sont en couple. Les deux sont hyper intéressants parce que non seulement c'est des amis, mais ils peuvent apporter quelque chose de très différent. Pierre Onfroy, c'est un excellent mentaliste dans l'événementiel. Il a beaucoup Mm. réfléchi l'efficacité dans les prestats, la réflexion de la gestion des gens, etc. Et en événementiel, je ne connais pas un qui plus réfléchit ça, ou en tout cas des méthodes hyper directes, ce qui est très différent de ce que moi je fais, du coup. Mais c'est pour ça que c'est hyper chouette. Et Marie-Alexis, tout son parcours sur comment est-ce qu'elle est devenue mentaliste, femme, euh, et comment elle a réussi à se mettre en place, que ce soit dans l'événementiel, dans l'entreprise ou autre, et comment est-ce que les gens la perçoivent en tant que mentaliste femme. Je trouve que c'est hyper riche, son parcours et ce qu'elle a développé. Donc, quitte à les inviter l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, parce qu'ils habitent dans la même maison. Donc, pourquoi pas en coloc? Bah écoute, si tu as un dernier mot ou un dernier truc à ajouter dont tu veux parler ou qu'importe, c'est le moment. Et dans le cas contraire, je mettrai un terme à cette interview. Bah, je vais dire une chose qui est quelque chose qui s'oublie aujourd'hui, c'est soyez curieux. Et c'est pas pipeau ce que je raconte, c'est que je trouve qu'on est de moins en moins curieux, dans le sens s'intéresser à se poser une question. Et non pas juste se poser des questions, c'est se forcer à trouver des questions dans un contexte donné. En magie, on peut avoir l'impression qu'on joue avec tout et qu'on connaît tout, et sauf qu'on a arrêté de se forcer à se poser des questions. Sauf que pour moi, la curiosité, c'est la clé de beaucoup de choses, de l'empathie, du lien avec les autres, du développement artistique. Hmm. Soyez curieux et ça vous mènera à l'endroit où vous voulez. Manta, merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour Alors, il y a, l'invitation. il y a, il y a trois choses. Un, il y a ton podcast.
Oui, l'art du mentaliste. L'art du mentaliste, que vous pouvez suivre sur toutes les bonnes plateformes de Deezer, Spotify, Apple Music, Apple, Amazon, voilà, etc. tout ça. Ouais. Donc, allez-y, c'est super. Il a des invités d'exception et même Ta est très intéressant en soi, comme vous vous en êtes rendu compte. L'effet papillon au studio Oui, Héberto à Paris oui, se joue absolument. ce soir. Jusqu'à fin mai là. Et après, je vais le reprendre après, mais samedi, dimanche. Samedi, dimanche jusqu'à fin mai. Donc, je pense que l'interview ne sera pas sortie encore d'ici Ok, là. pas de souci. Donc, saison prochaine. Oui, saison prochaine. Mais je ne vais pas forcer sur les dates, le lieu et tout. Vous suivez donc l'Instagram de Ta, le Facebook de Ta, le YouTube de Ta, qu'importe, vous suivez Ta. Reprise normalement saison prochaine du coup de la mystérieuse histoire de Thomas Polgarast. Absolument. Et puis enfin, voilà, si jamais vous avez des questions qui vous viennent pendant l'interview ou après et que vous ne connaissez pas Ta personnellement, et ben, je vous invite à écrire vos questions en commentaire et Ta pourra venir faire un tour dans les commentaires et répondre le cas échéant si des questions venaient à surgir. Quant à moi, si vous avez cliqué sur cette vidéo en voyant le nom de Taha Mansour et que vous ne savez pas qui je m'appelle donc Quentin Métainier. Je suis magicien et mentaliste, comédien professionnel, blabla, événementiel, blabla, artistique, blabla, spectacle. Euh, ces interviews sont complètement non lucratives. Elles n'ont pour autre objectif rien d'autre que de faire avancer l'art magique à un certain point, de me renseigner, de les rencontrer, de vous les faire rencontrer pour que vous puissiez passer un bon moment et en retirer avec quelque chose d'un petit peu plus grand à chaque fin d'interview. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel invité. Je te remercie pour ta patience, pour ta bienveillance. C'était passionnant, sincèrement. Et Merci beaucoup, merci pour l'invitation. voilà. Salut. Ciao, ciao, merci beaucoup.